On a tous notre Madeleine de Proust. Et je vais même pas te parler de gâteau au yaourt ou de gâteau au chocolat qui était tellement bon à l'époque. Non, je vais te parler d'une de mes Madeleines de Proust en lien avec les jeux vidéo quand j'étais petit, au début des années 2000. Je me souviens de ce jeu sur PS1. Peut-être si tu es de la même génération que moi, tu te rappelles de ce jeu Hercule. J'ai une scène qui m'a marqué, c'est quand t'es Hercule et t'es là face à cette hydre de Lerne avec toutes ces têtes et où tu coupes une tête et où il y en a qui repoussent euh, et où c'est un des mythes, un des travaux d'Hercule. Et c'est pas ce dont je vais te parler aujourd'hui, mais si je t'en parle, c'est quand même qu'il y a un lien. C'est qu'on va bien sûr parler d'un travail d'Hercule et pas n'importe quel travail d'Hercule, puisqu'il va s'agir d'un qui est en lien avec un thème dont je parle souvent sur Épanescence. Euh, Tu m'entends souvent parler d'honnêteté envers soi. Je t'invite souvent à te regarder en face, à arrêter de te mentir. Et c'est un sujet que je connais très très bien. On va dire, c'est un peu pour ça aussi que ça devient ma spécialité. C'est que j'ai appris à me prendre entre quatre yeux et à me voir en face. Ça n'est pas facile, ça pique, on y résiste beaucoup. Et pour autant, lorsque tu es sur ta voie personnelle, ta voie du héros, ton odyssée intime, à un moment donné, ça nécessite de passer par cette phase-là. Et cette phase-là, elle est vachement bien illustrée par le premier travail d'Hercule, qui est le lion de Némée. Le lion de Némée, c'est dans ce travail d'Hercule, à un moment donné, il se retrouve sur une plaine à chasser le lion de Némée, enfin à chercher le lion de Némée, parce qu'au début, c'est un lion qui fait des ravages et qui tue pas mal de gens, qui bouffe les villageois et qui laisse pas de traces. Et du coup, personne ne sait jamais où il est. Et, euh, et Hercule part à sa recherche, il est missionné pour ce premier travail de ramener la dépouille du lion de Némée. Et lorsqu'il part à sa recherche, et je te la fais courte, il finit par tomber sur ce grand et majestueux lion. Et il utilise tout l'attirail qu'il a à sa disposition pour le dézinguer. Il tire des flèches de son arc, l'arc d'Apollon. Malheureusement, ça fait absolument rien. Les flèches ricochent sur la peau du lion comme l'eau glisse sur la peau du requin. Ça fait absolument rien. Il attaque avec son épée qui se brise en deux. Euh, il essaye d'autres choses. Et puis, il donne un coup de massue sur la tête du lion. Et là, ses oreilles teintent et le lion se retrouve à aller dans sa caverne. Et à ce moment-là, Hercule le poursuit et il n'a plus pour arme que ses propres mains. Mais il n'arrive pas à attraper le lion parce que le lion lui échappe et c'est une caverne à deux entrées. Et le lion, quand Hercule rentre par une entrée, le lion s'échappe par une autre. Et la course dure comme ça un petit moment jusqu'à ce que Hercule bouche une des entrées pour se retrouver face au lion, parce qu'enfin il a pu l'encercler, enfin il a pu, au sein de cette caverne, le faire face en fait, et l'acculer jusqu'à étrangler le lion à main nue, carrément. et, euh, et ce passage-là, selon Luc Biget qui décode ce mythe, cette partie du mythe en lien avec le lion de Némée, qui est cette première partie, cette première étape, ce premier travail vraiment de rencontre avec soi, où je vais m'étouffer, je vais étouffer mon ego. Mais attention, il n'est pas question de détruire l'ego, de se battre contre soi-même, c'est pas du tout l'objet. C'est ici une métaphore, c'est une image dans ce lion de Némée. Non, non, l'idée c'est de se retrouver dans un moment de solitude, parce que le lion, comme dans tous les mythes, comme dans tous les rêves, le lion c'est une part d'Hercule, c'est Hercule qui va étouffer sa part égotique, qui se met face à lui-même et qui arrête de se fuir en fait. Puisque le lion, lorsqu'il s'échappe par l'autre entrée de la caverne, ça illustre bien tous les mécanismes de fuite qu'on a
dès lors qu'on veut se rapprocher un peu de soi-même. Encore avant, le lion qui est introuvable, que personne ne sait où il est, bah, c'est justement l'ego qui cache bien son jeu, qui laisse des indices quand même, parce il dévore des gens au passage et ça laisse un petit peu des traces, mais personne ne sait jamais où il est. Et ça illustre bien ces fonctionnements automatiques égotiques que tu ne peux pas voir de base quand tu n'as pas fait la démarche de te voir tel que tu es. Tu peux pas. Il y a quelque chose de l'ordre de tu cours après une chimère, tu cours après une ombre, tu sais pas où chercher. Euh, donc, même si tu as Enfin, à partir du moment où tu rentres dans une démarche sincère de te rencontrer toi-même, effectivement, là, tu vas pouvoir commencer à partir à la poursuite du lion, quoi. Et c'est là où les modèles comme l'énéagramme se révèlent être des alliés précieux. C'est que ça va vachement faciliter le cheminement, en fait, pour ta chasse au lion, là. Parce que tu sais dans quelle caverne tu vas avoir à regarder. Tu vas beaucoup mieux cerner le type de mécanisme de fuite. Et du coup, tu vas voir quand ton lion il veut se barrer, quand ton lion il s'échappe et il t'échappe entre les mains. C'est tous ces moments où tu décides de te retrouver seul avec toi-même et où tu esquives, tu fuis, tu trouves une manière de ne pas le faire, de repousser. Moi, c'est tous ces moments où je me dis oui, je vais me prendre un temps pour méditer, ou je vais me prendre un moment de retraite en nature, et où en fait je me retrouve à attendre des mois et à trouver des bonnes raisons de ne pas le faire. Ou pareil avec le jeûne, c'est tous ces moments de rencontre avec moi, des moments de vide en fait. C'est ça le premier travail d'Hercule, c'est se retrouver face à lui-même dans la solitude et le silence pour étouffer son ego, c'est-à-dire s'attraper par le col et se regarder en face. Mais sans aucune violence. Quand Hercule étouffe le lion, c'est juste qu'il étouffe son ego, c'est-à-dire qu'il meurt à lui-même, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans l'intemporel, il arrête de courir après le temps, il sort de la temporalité et il étouffe. En étouffant le lion, en fait, il se retrouve ici et maintenant face à lui-même. Tout comme tu peux exactement vivre ça lorsque tu es dans un moment où tu te regardes en face, où tu restes dans un silence, dans une quiétude, comme j'ai pu le faire lors de ma méditation Vipassana, il y a plusieurs années de ça. En méditation Vipassana, tu es invité à être assis en silence et à méditer encore et encore et encore et encore. Et c'est très très long et tu t'emmerdes comme un rat mort, mais au moins tu fais face à toi-même. Et ça m'a permis de faire face à moi, à mes fonctionnements, à mes ombres. Alors à l'époque, je n'avais pas compris l'énéagramme et du coup, ça n'était pas d'une aide particulière. Ça m'a pas aidé des masses. Là où aujourd'hui, dès que j'entreprends une phase introspective, comme dans ma dernière retraite en nature, bah simplement, je vois beaucoup plus clair dans mon jeu, je vois beaucoup plus clair dans les mécanismes de fuite, je sais comment ça fonctionne chez moi, je sais comment ça goupille avec le mental, je sais les thèmes qui vont en ressortir, enfin, je sais, j'ai une petite idée, je sais par où ça part à peu près, et du coup, ça me permet vachement facilement de voir mon esprit divaguer, ça me permet vraiment bah, plus facilement de faire preuve d'une honnêteté radicale envers moi. Vraiment, cette honnêteté radicale dont je t'ai déjà parlé dans le podcast et que je t'invite à aller réécouter si c'est pas clair pour toi. On n'est pas dans de la violence, on n'est pas dans de la dureté, on n'est pas dans un combat, on est juste dans une honnêteté radicale envers soi-même. C'est-à-dire que juste, je me prends les yeux dans les yeux et je me regarde faire. Et ça, je ne connais rien de plus puissant que l'immobilité pour se faire, en fait. Et je vais même te dire, je vais même aller plus loin. Je ne connais aucune autre façon que l'immobilité pour vivre ça. Alors oui, tu peux bien sûr aller balader sans distraction. Bien sûr que tu peux user de certaines substances. Bien sûr que tu peux aller faire des retraites. Euh, mais in fine, ça revient à de l'immobilité. Je veux dire, une retraite de méditation, c'est parce que tu es dans une forme d'immobilité que tu vas à un moment donné te retrouver
face à face avec toi-même. Là où, dans le mouvement, avec des livres, avec un carnet, avec des vidéos ou des méditations guidées, tu peux te retrouver à t'esquiver toi-même. Tu peux t'accrocher à un rocher, que tu peux t'accrocher comme la moule au rocher, coûte que coûte, au moindre rempart, au moindre crochet, à la moindre prise que tu peux attraper. Et si tu vas t'autoriser uniquement le carnet, par exemple, pour prendre des notes, ben, tu vas t'accrocher au carnet pour écrire, et tu vas t'esquiver, et tu vas te fuir quand même. Donc à un moment donné, lorsque le héros que tu es décide de partir en quête de lui-même, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, c'est pas de faire le tour du monde, même si pour certains, faire le tour du monde, c'est une façon de se rencontrer eux-mêmes, pourquoi pas, chacun a sa façon de procéder. Mais dans ma perception, rien de tel que d'aller dans cette immobilité pour se voir, pour se rencontrer. Parce que après un moment, avoir apprivoisé des parts de toi, petit à petit, en allant questionner, en allant t'intéresser, en allant ressentir, et je te renvoie aux différents épisodes où je t'ai parlé d'apprivoiser l'ego, d'apprivoiser ce renard sauvage, bah là, tu peux aller un cran plus loin, c'est-à-dire que là, tu peux t'engager dans un processus où tu sais que tu vas aller au cœur de la grotte pour étouffer ton lion et rentrer dans cette intimité avec toi où il n'y a plus de place à se bullshiter, il n'y a plus de place à se mentir, il n'y a plus de place pour passer à côté de toi. Et c'est pour ça que toutes les étapes préalables de connaissance de soi avec l'énéagramme et d'autres modèles, mais l'énéagramme permet de cette finesse de voici comment mon ego fonctionne, voici comment les mécanismes automatiques et répétitifs de ma personnalité se manifestent. Et je peux le voir avec précision, je peux voir les transhypnotiques avec précision, je peux voir exactement comment ça joue, comment dans mes centres d'intelligence, comment ça se goupille, comment ça joue cette affaire-là. Et avec ça, ben, je peux avoir une vigilance accrue pour m'étouffer quand justement je suis en train d'essayer de m'échapper. Parce que c'est essentiellement ça, ce premier travail. C'est de rester avec le vide. De rester avec ce qui se pointe, ce qui s'invite en fait. Et dans ces moments d'immobilité, eh ben, tu vas notifier forcément des sensations désagréables, des sensations dans le corps, dans le ventre, dans le plexus, dans la gorge, des sensations dans les jambes, des douleurs, qui sont autant de façons où l'ego peut s'approprier le truc pour fuir, encore une fois. Combien de fois, moi, pendant la retraite Vipassana, je résistais parce que j'avais des sensations désagréables et je me partais dans ma tête en me disant « Oh là là, mais non, mais je ne peux pas rester aussi longtemps dans cette position, mais je vais avoir mal, mais je vais abîmer mes articulations, mais j'ai le genou qui va casser là, c'est pas possible. » Au final, bah, il s'est rien passé, mon corps va très bien. Par contre, mon centre mental s'échappait par le biais d'images fantasmées du futur pour pas vivre l'instant. Et c'était très amusant de le constater. C'est un grand classique. Après, il y a aussi par le centre émotionnel, vont s'inviter tout un tas d'émotions diverses et variées qui vont venir simplement dans le présent et qui vont bien sûr être associées à des sensations. Et puis après, ben, effectivement, comme tu as compris, il y a le centre mental avec tout un tas de scénarios divers et variés, des images, des idées positives, des plans géniaux, des scénarios plus ou moins catastrophes, des réflexions sur moi, sur le monde, de la philosophie. Enfin, voilà, ça peut... les trois centres vont s'exprimer, les trois centres vont se manifester dans ton expérience présente. C'est normal, puisque quand tu es face à la vacuité, quand tu es face au rien, parce que tu n'as aucun stimulus et que tu es juste assis là sans rien. Alors certains le font avec dans le noir, ça j'ai jamais essayé encore, mais ça se fera un jour, je ne sais pas encore quand, peut-être cette année, peut-être pas. C'est ces retraites, tu sais, où tu
où tu te mets dans une pièce totalement noire, totalement sombre, dans laquelle il y a obscurité totale, quoi. Et tu restes plusieurs jours comme ça dans une pièce avec un noir absolu. Et ça doit être extrêmement intéressant, du coup, parce que tu es coupé du visuel. Bon, ça, j'ai pas testé, mais ça peut tout à fait fonctionner si ça t'appelle. Voilà, après, chacun à sa façon, encore une fois. Là où moi, j'ai opté pour l'option en nature récemment, parce que je trouve ça extrêmement épuré, minimaliste de me retrouver tout seul sous un arbre, dans un périmètre délimité où je bouge pas pendant plusieurs jours. Et où là, du coup, l'idée, c'est justement d'apprendre à cultiver cette immobilité, à rester dans le vide, en fait. Et là-dedans, t'es dans le silence, il y a juste les bruits de la nature. Il y a toi, ton souffle, tes sensations, éventuellement ta sensation de faim si tu jeûnes. Et t'as surtout rien pour te raccrocher. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas de livre, tu n'as pas de nourriture, tu n'as rien auquel te raccrocher parce que justement l'idée c'est d'avoir rien pour se raccrocher parce que si tu prends le moindre truc avec toi, rappelle-toi, moule sur rocher quoi. Donc pour éviter ça, tu prends rien et tu fais en sorte de te confronter au vide. Donc évidemment, faut que ce soit quelque chose qui te parle. Moi, c'est une expérience que je t'encourage vivement à vivre. Si en tout cas c'est respectueux de ton homéostasie et de ton système, il y a des gens pour qui c'est trop inconfortable. Il y a des gens pour qui être seul, c'est la mort. Ça va dépendre de trauma, ça va dépendre de ton profil de personnalité. Si c'est trop challengeant pour toi, n'y va pas. Attends, attends que ce soit mûr, que le fruit soit mûr, parce que sans quoi tu y vas en force et c'est pas ok en fait. Et c'est pas souhaitable, en tout cas je te le recommande pas. Si par contre tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui t'appelle et qui te pousse là-dedans, je te le dis, fonce, va vivre cette expérience. Je te le recommande chaudement puisque c'est pas pour rien que c'est le premier travail d'Hercule. C'est qu'à un moment donné, me voir en face, les yeux dans les yeux, être dans cette vacuité pour m'accueillir dans ce que je vis et me voir aux endroits où je ne me vois pas d'habitude, c'est une étape nécessaire, quoi que tu entreprennes derrière. Que tu ailles ensuite explorer plus en avant tes zones d'ombre, tes tâches aveugles, etc. Euh, cette première étape est nécessaire et, et extrêmement salutaire, puisqu'elle t'apprend beaucoup sur toi. C'est justement dans ce rapport avec toi, dans ce vide, dans cet endroit de zéro bullshit que tu vas te découvrir à un endroit où peut-être tu ne te connaissais pas, enfin sûrement même que tu ne te connaissais pas. Puisque si d'habitude tu as des remparts tels que nourriture, tels que relations, tels que sexe, tels que substances diverses et variées, téléphone, enfin bref, toutes les façons de se narcotiser possibles, imaginables, dès que tu enlèves tout d'un coup, mais pas à vie, hein, juste pour un temps limité, alors là, tu te rencontres vraiment dans un rapport le plus brut avec toi-même. Mais encore une fois, il faut que ce soit doux parce qu'il y a des gens qui vont péter un boulon s'ils font ça de manière trop abrupte. Donc, moi, je t'invite si ça t'appelle, à commencer d'une façon qui est respectueuse avec une durée qui te paraît jouable. Pars pas pour une semaine en jeûne, tout seul avec toi-même sous un arbre. Ça le fait pas. C'est pas une voie dans laquelle il s'agit d'être violent, parce que sinon, les mécanismes de défense vont être tels que tu vas souffrir ta race, et c'est pas l'idée, quoi. On n'est pas là pour faire du masochisme. Donc, commence par une durée qui te paraît soutenable. Et dans tous les cas, tu vas galérer. Bien sûr que tu vas douiller. Bien sûr que c'est pas confort. C'est normal. C'est pas censé l'être. Mais que t'aies pas la sensation d'y aller en force et de devoir bourriner. Si c'est commencer par faire une demi-journée, c'est une demi-journée. Si c'est juste une heure, c'est une heure. Va en pleine nature, réserve-toi un Airbnb, un chalet, ce que tu veux. Et tu coupes tout. Tu coupes tout. Tu enlèves toute forme de distraction. Tu boucles toutes les boucles pour que personne n'ait à te solliciter. Moi, quand je fais ça, je boucle mes boucles. J'ai pas de rendez-vous. J'ai répondu à tous mes clients. J'ai traité tous mes mails.
J'ai bien cadré, bloqué tout pour ne pas avoir de tension et de pression à faire ou à devoir faire quoi que ce soit. Donc encore une fois, ça peut commencer juste par une simple demi-journée. Et après, si tu te sens plus à l'aise, tu peux faire 1, 2, 3 jours, 4 jours. Évidemment, plus tu vas pousser le truc, plus ça va être inconfortable, plus ça va t'amener des insights, plus ça va te faire un wow, un changement drastique dans ta vie. C'est moi la première fois que j'ai fait ça, en 2018, c'était ma première quête de vision chamanique. Même si elle était encadrée, j'étais quand même tout seul dans la nature. Et ça m'a apporté vraiment des éclairages précieux sur moi. Déjà parce que je ne pensais pas que j'étais capable, je ne pensais pas que c'était possible de ne pas boire et de ne pas manger pendant 4 jours. Donc au-delà de ça, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi et ça m'a vraiment décidé à écrire mon livre que je me suis mis à écrire le mois d'après parce que ça faisait des années que je me disais oui, je vais écrire un livre, je vais écrire un livre. Là, tu parles, je ne le faisais pas. Et là, c'est vraiment apparu comme étant une évidence et il était temps en fait. Et je suis très très content de l'avoir fait. Je me célèbre de ça. Et donc ça a été un déclencheur de pas mal de choses dans ma vie, cette phase-là. Tout comme la méditation Vipassana a été un autre déclencheur, m'a fait faire un examen de conscience, m'a fait réaliser ce qui était important dans ma vie et ce qui était prioritaire et ce qui n'était pas. Parce qu'il y a une sorte de rôle auto, tu sais, c'est la psyché, en fait, elle est auto-guérisseuse et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. Mais enfin, la psyché, le corps, le vivant est auto-guérisseur. Le vivant est fait pour retrouver son équilibre, avec évidemment plein de précautions qu'on peut mettre là-dedans. Mais de base, quand tu as des symptômes, je sais pas, des ballonnements, des douleurs, des rougeurs, des symptômes divers et variés de quelque nature que ce soit, sauf conditions extrêmes et maladies graves qui nécessitent des précautions particulières, le jeûne, le vide, va naturellement ramener ton système dans un niveau d'équilibre. Encore une fois, toute proportion gardée. Parce que le vivant ramène à l'équilibre. Le vivant est auto-régénérant. Sur le plan physique et sur le plan psychique, c'est pareil. Quand tu vas être confronté à toi et au vide, ou dans une forme de méditation où tu es dans l'immobilité, il va y avoir des phénomènes auto-guérisseurs de ta psyché, des émotions qui vont sortir, des traumas qui se guérissent, etc., etc., parce que c'est la nature de la vie de continuer à être. Et nous, je dis nous, je m'inclus dedans, moi j'observe beaucoup d'humains, et encore une fois je m'inclus dedans, qui cherchent à solutionner, qui cherchent à changer ce qui est, qui cherchent via des pilules, via des méthodes, via des thérapeutes, à se guérir, à se changer. Et pourquoi pas ? Simplement, garde juste à l'esprit que quand tu fais appel à un thérapeute, c'est toi qui te guéris en fait. Le thérapeute n'est que le vecteur, n'est que le miroir, le rempart temporaire sur lequel tu peux t'appuyer et qui va te permettre de te rétablir. Mais le fond du fond, c'est toi qui le fais. C'est la conscience, c'est la conscience c'est la présence qui guérit. C'est aussi simple que ça. Maintenant, évidemment, il y aurait plein de nuances à faire et c'est un podcast, hein, c'est pas une prescription médicale, donc tu fais bien ce que tu veux. Voilà ce que je voulais te partager pour le podcast du jour. En tout cas, je t'invite vivement, si ça fait du sens pour toi, à t'offrir une expérience comme ça. Oui, c'est inconfortable. Oui, ton ego, oui, ça va résister. Oui, tu vas chialer. Oui, tu vas douiller. Et oui, jusqu'au dernier jour, jusque la veille, tu vas résister à l'idée d'y aller. Mais je t'encourage vivement à le faire. Si c'est quelque chose qui fait écho pour toi et qui t'appelle, de te permettre de vivre une expérience comme ça, parce que ce sont des expériences qui sont transformatrices et surtout parce qu'il n'y a rien à faire dans ces moments-là. Parce que simplement, comme disait Alan Watts, pour purifier une eau boueuse, il y a juste à la laisser poser et arrêter de secouer. Et c'est ce que tu fais dans ces moments de vide. Tu arrêtes de secouer le vase et du coup, la boue retombe et la clarté revient. Il n'y a rien à faire. Et c'est très déconcertant pour nous, esprits dérangés, modernes, qui pensons très très fort qu'on doit faire des choses et qu'on doit être dans, je sais pas, une méthode, un truc, un process, du faire
pour vivre quelque chose, pour changer quelque chose. Là où il s'agit surtout d'une forme de via negativa et de soustraction pour justement laisser faire la vie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié, tu peux mettre un pouce, ça m'aide toujours, ça fait plaisir. Si tu as envie de mettre un commentaire, de partager ce que ça te fait, ce que ça t'inspire, si ça te donne envie, bah vas-y, fais péter le commentaire, je te lirai avec plaisir. Et partage ça à peut-être quelqu'un que ça pourrait aider, parce que si tu connais des gens qui remplissent un peu beaucoup leur vie, peut-être ça peut leur faire du bien d'entendre ça, et ça peut les challenger à cet endroit-là. Allez, je te souhaite une bonne soirée, et à la prochaine.